Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et merci Occlusif de nous permettre ce type de présentation qui va vous permettre de vous donner un éclairage sur l'implémentation de la directive de NIS dans les différents États européens. Donc, je suis Nicolas Ventighem, je suis manager au sein de la pratique cybersécurité chez Wavestone. Et du coup, je vais vous présenter un peu ce panorama. Alors, comme ce qui a été dit juste avant, la directive NIS, c'est une directive, et du coup, ça nécessite que chaque État européen aille légiférer pour la rendre applicable sur son territoire. Et du coup, on a 28 États européens, et bien entendu, ils se sont appropriés chacun la directive d'une manière différente et ont pris le sujet par des bouts différents. Ce qui, pour une entreprise qui est une multinationale, va être un vrai casse-tête pour aller se mettre en conformité, dès qu'elle va avoir des activités et du SI qui va être présent dans différents États européens. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter un petit décryptage de savoir ce qui se fait dans les différentes nations européennes et comment prendre par quel bout le sujet. Donc on va très rapidement faire une passe sur les calendriers législatifs, voir un petit peu les secteurs qui sont concernés, qui sont différents en fonction des pays. Aller faire un petit focus sur les mesures de sécurité parce que ça va forcément très intéresser les RSSI. Voir un petit peu quel va être tout l'écosystème d'interaction des OSE avec les différents tiers. Les méthodes d'identification des OSE, il y en a deux, donc ça va être assez rapide. Le timing au niveau de la mise en conformité et comment c'est drivé. Et finalement, ce qui va intéresser surtout notamment les COMEX, les sanctions associées à une non-mise en conformité. Alors, du coup, sur le calendrier, alors juste simplement, on ne va pas passer tous les 28 États européens, sinon là, on en a pour 2 heures. Donc, on a fait une sélection en fonction des thématiques d'un panel représentatif. Donc, première chose sur le calendrier de mise en conformité. Globalement, il y a beaucoup de pays qui étaient en retard par rapport à ce qui était imposé vis-à-vis de la directive et imposé par la directive. La France ne fait pas exception. On était un petit peu en retard. Alors, on avait commencé avant la date butoir qui était au 9 mai 2018, mais on n'était pas complètement dans l'intégralité du texte transposé. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tous les États ont bien légiféré et ont quasiment intégralement transposé la directive. Donc, dans la majorité des cas, les États ont entre 1 et 4 textes de loi qui permettent de dégrossir la manière dont ils implémentent la directive sur leur territoire, et avec des spécificités où il y a des États qui ont mis les règles de sécurité dans leur texte de loi, comme la France, et des États qui ont plutôt fait le parti de créer des guides d'implémentation des règles de sécurité qui sont fortement incités à être respectés dans l'implémentation. On a quand même quelques spécificités sur des pays européens, comme le Danemark, la Finlande et la Hongrie, qui ont fait le parti de ne pas avoir un texte pour l'ensemble des entreprises, mais plutôt des textes par secteur d'application. Donc, on va avoir des textes qui vont s'appliquer au secteur de l'énergie, d'autres textes au secteur de l'industrie, d'autres textes au secteur de la chimie. Et du coup, voilà, ça rend encore plus compliqué la lecture des différentes règles. Alors, justement, sur ces secteurs, alors les slides sont un peu chargés, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était pour vous montrer déjà sur ce slide par rapport aux secteurs socles qui sont bien mentionnés dans la directive NIS, à savoir que tous les États ont globalement repris ces secteurs dans leurs différentes législations. Donc on retrouve le secteur de l'énergie, du transport, du digital, de la finance, de la santé et de la gestion de l'eau potable. Et certains États sont allés encore plus loin en rajoutant certains secteurs. Donc dès que vous avez les petites icônes avec le plus, ça veut dire qu'il y a un État qui a rajouté ce sous-secteur dans la globalité. La France, par exemple, sur le transport logistique, a rajouté le transport guidé, la logistique. Sur la santé, a rajouté la distribution de médicaments, etc., etc. Et en fait, on a des États qui sont allés encore plus loin, en se disant, mais finalement, la directive NIS, c'est une bonne opportunité, et cette première liste de secteurs concernés n'est pas suffisante, et du coup, je vais aller encore plus loin en rajoutant des pans entiers de mon activité dans les secteurs concernés. Et donc, vous avez, alors là, c'est chaque État fait les choses à sa sauce, mais du coup, des secteurs dans la nutrition, l'administration, l'éducation, etc., etc. Donc, venez nous voir après, on a un panel complet de savoir quels sont les secteurs concernés par État. Mais voilà, sachez qu'on a vraiment les États qui se sont emparés de la directive en allant encore plus loin que ce qui était demandé par l'Europe. Alors, au niveau des mesures de sécurité, on a, comme je disais tout à l'heure, différents axes.
Premier axe où on a des pays qui se sont dit on va mettre les règles de sécurité dans la loi, comme ça, ça sera assez clair la manière dont les pays vont devoir se mettre en conformité. Ensuite, on a des pays qui, dans la loi, définissent l'obligation à se mettre en conformité par rapport à une norme. C'est le cas de la Belgique, qui impose une certification avec la norme ISO 27001. Et pour finir, comme je disais tout à l'heure, des guides qui sont disponibles pour se mettre en conformité. Donc des guides qui sont plutôt recommandés, donc fortement incités par les autorités nationales et les autorités compétentes pour se mettre en conformité. On va par exemple avoir en Allemagne les guides B3S qui sont même encore en cours de constitution et qui vont être rattachés à des secteurs d'activité pour les entreprises. Alors malgré ces différentes interprétations et différentes appropriations des pays, on a quand même des thématiques communes. On ne réinvente pas la roue. Les trois grandes thématiques sont bien sûr la gouvernance et la gestion des risques, qui est très très centrale comme thématique, avec l'obligation de mettre en place des politiques de sécurité, de formaliser des analyses de risques sur le périmètre des SIE, et d'aller, dans la majorité des cas, sensibiliser et former les équipes, soit utilisatrices, soit administratrices des SIE. Ensuite, des mesures de protection, donc on est bien en anticipé, en amont d'une attaque, avec la sécurité des infrastructures, tout ce qui est gestion des contrôles d'accès, gestion de l'administration, etc. Et finalement, c'est une fois qu'on, malheureusement, on subit une attaque, on subit une menace, eh bien, c'est d'être en capacité de la détecter. Donc il y a une notion de surveillance des SIE à imposer, et de s'organiser en amont en cas d'incident pour aller réagir le plus réactivement possible. Donc avec des processus de gestion des incidents, des gestions de crise, dès qu'il y a des incidents qui sont d'une taille, d'une ampleur un peu plus importante. Et finalement, on retrouve une répartition assez proche entre toutes les nations autour des sujets, avec 45% des textes, des mesures qui concernent des mesures techniques d'implémentation sur le SI, 45% qui concernent plutôt tout ce qui est autour de l'organisation et des processus de fonctionnement autour de la sécurité des systèmes d'information, et 10% qui concernent quand même les utilisateurs, qui vont devoir s'approprier ces éléments et devoir être sensibilisés, formés à la mise en place et au respect de ces mesures. Ensuite, tout l'écosystème d'interaction quand on est un OSE. Donc l'OSE, il est au milieu. On a 4 grands types d'interactions. Déjà, les relations avec les autorités compétentes. Suivant les pays, on a une autorité nationale unique, comme en France avec l'ANSSI, mais on peut avoir des autorités sectorielles multiples. Donc, en tant que secteur de l'énergie, j'ai une autorité sécurité qui est rattachée à l'énergie. Dans le cadre des audits, là aussi, soit les audits sont réalisés par l'autorité compétente, soit directement, soit qu'elle va déléguer à un tiers de confiance, soit ça va être aux OSE d'aller directement demander à un tiers de confiance de venir les auditer. Généralement, les tiers de confiance sont bien entendu certifiés ou accrédités par l'autorité nationale. Ensuite, en cas d'incident, les OSE sont fortement incités, même parfois c'est une obligation, à aller dialoguer avec leur CISRT, ou voire leur CERT. Et du coup, chaque État a l'obligation d'avoir un CERT national. Et comme on le disait tout à l'heure, on va avoir un réseau de CERT qui va se créer pour pouvoir coordonner la gestion des incidents à l'échelle européenne. Parce qu'on peut avoir des incidents, du coup, qui vont concerner plusieurs pays. Et en plus de ce réseau, l'ENISA va bien sûr jouer un rôle de coordinateur, de chef d'orchestre dans toutes ces interactions. Et pour finir, au niveau de la notification des incidents de sécurité, donc dès qu'ils vont dépasser un certain seuil, ils vont avoir un vrai impact, les OSE, en fonction des pays, vont devoir faire des choses différentes. Donc dans tous les cas, on notifie généralement l'autorité compétente et le CISRT de son pays. Et ensuite, ça va être soit l'autorité, soit le CISRT qui va décider, en fonction de l'ampleur de l'incident, d'aller informer le public par rapport à l'incident. Donc une visibilité directe de l'entreprise vis-à-vis d'un incident qui la concerne et qui concerne les citoyens. Au niveau de l'identification maintenant des OSE, alors 2 cas. Premier scénario qui est le plus général, où ça va être les autorités compétentes qui vont aller nommer les entreprises qui seront des opérateurs de services essentiels. Donc ça, chacun a sa méthode pour aller les identifier, comme l'ANSSI. Et ensuite, on a un deuxième cas pour 3 pays, où ça va être les OSE qui vont venir s'auto-déclarer auprès des autorités sur la base de 3 critères avec des seuils.
Donc un critère sur la capacité de production, de stockage ou du transport en fonction de leur activité. Un critère sur le nombre de personnes desservies et du coup en cas d'incident qui serait impacté. Et un critère sur la taille de l'entreprise ou de l'activité, donc lié au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Donc même si c'est de l'autodéclaration, bien entendu, l'autorité nationale reste quand même assez maître. Si elle a un soupçon sur une entreprise, elle peut aller la voir en disant finalement, est-ce que vous êtes sûr de ne pas être dans ces seuils? Est-ce que vous êtes sûr de ne pas devoir vous déclarer en tant que OSE? Ensuite, donc maintenant, il faut se mettre en conformité. Une fois qu'on est nommé, on sait ce qu'on a à faire, tout ça, très bien. Et on a du coup un délai de mise en conformité. Donc là aussi, des approches différentes entre les pays. On a des pays, sur la partie plutôt en haut à gauche, où on a des plannings qui sont affichés dans la législation. Donc c'est le cas de la France, avec un planning qui va de 3 mois à 3 ans, avec des jalons associés. Mais c'est le cas aussi de la Belgique, de la Slovaquie, de la Croatie, etc. Mais finalement, il n'y en a que 8 où il y a un planning comme ça qui est bien défini. La majorité des pays le drive plutôt par les obligations d'audit. C'est-à-dire qu'il y a des pays, on va dire, vous avez une obligation d'être audité dans l'année, dans les 2 ans, dans les 3 ans, ou alors on va venir vous voir à un moment donné et il va falloir que vous nous prouviez que vous avez déjà enclenché des actions de mise en conformité. Et finalement, le reste de la mise en conformité va être drivé par rapport au rapport d'audit et aux non-conformités qui auront été retrouvées par les autorités ou par les prestataires de confiance. Ensuite, alors qu'est-ce qui se passe quand on ne se met pas en conformité? Là aussi, la réponse des différents pays est extrêmement hétérogène. On a les pays, par exemple, comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas, qui vont donner des amendes extrêmement élevées. Donc, c'est des amendes maximum, bien évidemment, mais on est quand même sur des montants en millions d'euros, avec 19 millions pour l'Angleterre et 5 millions pour les Pays-Bas. Donc, des sommes quand même qui sont conséquentes et pas du tout à négliger. Et on va avoir ensuite des amendes qui vont se situer à une centaine de cas euros, voire plusieurs centaines de cas euros suivant les pays. Alors là, voire jusqu'à des amendes quand même un peu moins importantes pour les pays de l'Est et le Portugal. La petite difficulté qu'on a par rapport à ces chiffres, c'est de se dire, attention, on peut avoir des amendes qui sont cumulables. Par exemple, en France, les amendes, elles sont à destination des dirigeants des OSE. Donc s'il y a plusieurs dirigeants, potentiellement, il peut y avoir plusieurs fois une amende de 50K, 100K, 125K. Et on a un petit cas particulier pour la Belgique qui, en plus des amendes, rajoute potentiellement des peines d'emprisonnement, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Donc par rapport à tout ce panorama, finalement, les OSE, une fois qu'ils vont être identifiés comme tels, ne vont pas avoir trop le choix, ils vont devoir se mettre en conformité. Après, ils peuvent capitaliser sur des choses qui sont déjà existantes. Tout à l'heure, on parlait de la loi de programmation militaire en France. Donc un OIV qui est en plus nommé OSE peut bien sûr capitaliser sur sa démarche et a déjà peut-être mis en conformité une partie de son système d'information. Mais ça peut être aussi des certifications type ISO 27001 avec des normes, des éléments de sécurité qui vont se retrouver dans la directive NIS. Ensuite, en fonction des multinationales, on peut avoir 2 cas. Avec un premier cas où on a des SIE qui sont imbriqués entre plusieurs États-nations. Donc là, c'est une vraie difficulté parce qu'ils vont devoir se mettre en conformité avec plusieurs législations européennes. Donc là, par rapport à ça, on a 2 stratégies qui sont assez simples. Soit on arrive à désimbriquer les SIE et on arrive à les mettre en conformité avec l'État qui est concerné, soit on n'arrive pas à les imbriquer. Et par exemple, on a un SIE qui dessert 5 pays européens, des activités dans 5 pays européens. Et du coup, il va falloir le mettre en conformité avec la ligne la plus haute des mesures de sécurité qui sont imposées par ces pays européens. Après, l'implémentation, il faut toujours avoir en tête qu'elle est drivée par les risques. Donc, basez-vous au tout début sur une vraie analyse de risque, une vraie audit de mise en conformité pour aller driver votre projet de mise en conformité, votre programme de mise en conformité. Et du coup, dans la démarche, c'est assez classique par rapport au projet de mise en conformité, où on vous conseille fortement de commencer par un audit, savoir où est-ce que vous vous situez, quels ont été les accélérateurs qui vous permettent de dire déjà sur des pans de mon système d'information, j'ai déjà pas mal de choses qui sont en place. Ça va vous permettre de chiffrer en fait votre effort de mise en conformité et de définir votre cible d'applicabilité.
Donc vis-à-vis de l'audit qui est assez orienté analyse de risque, vous allez pouvoir assez rapidement vous dire, en fait, c'est ici, ici ou ici que je dois mettre l'accent sur l'année à venir, dans les 2 ans ou dans les 3 ans. Et finalement, ça vous permettra de constituer votre programme complet de mise en conformité associé. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas pu passer les 28 pays européens. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr venir en discuter. On a l'étude complète qui est disponible. Donc, on pourra en discuter avec plaisir pendant la pause.